Bonjour, c'est Christelle Cronier. Venez, on va demander à la coach et écrivain Émilie Devienne quelles sont les 50 lois des femmes qui réussissent. Bonjour Émilie. Oui, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Les 50 lois des femmes qui réussissent. Alors ce guide se donne pour objectif d'aider les femmes actives dans leur prise de décision. Dans un premier temps, j'aimerais vous demander, c'est quoi pour vous une femme qui réussit ? Alors vous savez, ça a été la grande question quand j'ai démarré ce livre, parce qu'au début je me suis dit, pour tout vous dire, et comme ça tout le monde sera dans la confidence, quand cet éditeur, en l'occurrence les éditions de l'Archipel, m'ont contacté, je me suis dit, mais pourquoi moi ? Pourquoi je réussis ? Moi, c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que j'ai de particulier ? Et puis à partir de là, j'ai réfléchi, et je me suis dit, une femme qui réussit, c'est quoi ? Donc l'objet de votre question. Et pour moi, je n'étais confortable pour progresser dans la rédaction et donc dans ma réflexion et ma recherche que si je répondais de la manière suivante. Pour moi, une femme qui réussit est une femme qui vit selon ses valeurs. Et ça n'est pas toujours si simple, l'air de rien, de vivre selon nos valeurs. Donc pour moi, une femme qui réussit parce que elle a, je sais pas, si on reprend Starmania, elle a un bureau en haut d'une tour et elle voit le monde à l'envers, si c'est ça qu'elle veut, parfait. Une femme qui réussit parce qu'elle est femme au foyer, qu'elle voit grandir ses enfants et qu'elle se dit on verra plus tard, mais j'ai envie de profiter de l'expérience de la maternité, parfait. Le seul objectif pour moi, c'est vraiment quelles sont mes valeurs, jusqu'à quel point je suis alignée entre mes pensées, mes émotions et les actions que je pose en fonction de ça. Une femme, et j'en ai assez souvent par exemple dans ma clientèle, qui a eu une très très jolie carrière, puis vers ses 50 ans, elle se dit bon moi ça suffit, j'ai donné, maintenant je m'en vais et je démarre mon petit business de telle chose, ma création d'autre chose, ma boutique, tant mieux si c'est ça qu'elle veut faire, elle a réussi. Et quand bien même elle échouerait au sens où, je sais pas, sa boutique fermerait, ou son business serait pas aussi florissant que prévu, elle en tirera des expériences, mais elle aura réussi puisqu'elle sera allée au bout de cela, bien évidemment en prenant des mesures de précaution pour se mettre à l'abri aussi, il y a un principe de réalité. Donc voilà, pour moi une femme qui réussit, c'est vraiment une femme qui vit selon ses valeurs. Donc c'est une femme qui ne subit pas sa vie. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas subir sa vie ? Alors, ça prend du temps. J'ai une mauvaise nouvelle, ça prend du temps souvent. C'est-à-dire comment on fait ? On va aller, j'ai envie de vous dire un petit peu dans ce que un psychiatre qui a été d'abord un élève puis un dissident de Freud et qui s'appelait Carl Gustav Jung appelle l'individuation. C'est-à-dire comment je fais pour devenir un individu. C'est-à-dire un être humain qui ne peut pas être divisé et qui a fait le tour de l'ensemble des facettes de sa personnalité et qui sait se réconcilier avec les parties dont il est peut-être un peu moins fier, et puis les parties au contraire qu'il assume parfaitement. C'est aussi une façon pour réussir à être propriétaire de sa vie, à en être acteur et pas objet, c'est de se dire, voilà, j'arrive au monde, moi je prends souvent l'image du sac à dos, il faut dire que j'aime beaucoup la randonnée, mais dans mon sac à dos, quand j'arrive au monde, j'ai toutes sortes de choses, toutes sortes d'équipements, toutes sortes de choses qui arrivent de mon éducation, qui arrivent de l'environnement dans lequel j'ai grandi, dans lequel je suis née, le pays, le milieu socio-professionnel, le niveau d'éducation, etc. Puis je chemine dans la vie, bon gré mal gré, et si je suis attentive aux expériences autour de moi, je vais me dire, ah tiens, ça me plaît. Ah ouais, mais j'ai pas de place dans le sac à dos. Alors hop, on enlève quelque chose du sac à dos, et puis on met la nouvelle chose, la nouvelle barre énergétique, le nouveau textile intelligent, peu importe, dans ce sac à dos. Et ainsi, nous continuons de cheminer avec un sac à dos qui correspond le plus possible aux étapes que nous sommes en train de franchir et donc à nos besoins. Donc c'est vraiment pour moi cette image-là. Donc ne pas subir sa vie, c'est rester en veille en permanence sur les expériences que nous vivons, sur les enseignements que l'on peut en tirer, et à partir de là se dire ok, qu'est-ce qui me sert pour l'étape d'après ou pas, en calculant bien nos risques aussi. Autrement dit, on va d'une part se permettre de réfléchir aux scénarios les plus fous si on en a envie, et d'autre part, avoir ce principe de réalité dont je parlais tout à l'heure pour se mettre à l'abri, pour se protéger, il ne s'agit pas d'être casse-cou. Et une fois qu'on a trouvé notre curseur entre qu'est-ce que je me permets de faire, de penser, d'oser, qu'est-ce qui est indispensable à assurer ma protection, une fois que le curseur est bien placé, l'équilibre des deux plateaux de balance, si je puis dire, sont bien équilibrés, hop, on fonce et là on est en pleine puissance. C'est un peu ça l'idée derrière.
On voit que en France, en fait, on arrive quand même très loin en matière d'égalité professionnelle et économique, que les femmes gagnent encore quand même bien moins que les hommes, même si ça évolue. D'après vous, quelles sont les qualités vraiment des femmes en entreprise? Alors, ça va être difficile de vous répondre. Pourquoi? Parce que ça dépend des entreprises, puisque une des qualités qu'elles vont avoir, c'est de savoir s'adapter ou non à la culture de l'entreprise. Maintenant, de manière générale, et je l'écrivais déjà dans le livre, oui, les femmes ont des tas de qualités. Je vous promets, on va en identifier. Mais première mise en garde, ce n'est pas parce qu'une femme est votre N+1 que c'est votre meilleure copine. Tant s'en faut. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des femmes qui, au contraire, parce qu'elles-mêmes ont galéré, ont eu une carrière difficile, parce qu'elles ont dû se battre, parce qu'elles sont d'une génération où il y avait vraiment encore plus qu'aujourd'hui à faire son trou, elles vont vouloir faire baver aussi aux petites jeunes. Style, moi j'ai jamais renaclé s'il y avait une réunion à 19h et que j'avais mes gamins, elle va faire pareil. Et puis il y a au contraire, et là je vous promets accéder aux qualités, ces femmes qui se disent non, on nous a tracé un peu le chemin, à moi de continuer pour que la génération suivante soit le changement qu'elle a envie de voir opérer. Donc quand une femme est dans la belle partie de son féminin, elle va être en général dans une écoute plus grande, elle va être beaucoup dans le pouvoir de versus le pouvoir sur, qu'on trouvera plus chez les hommes. Et là, je suis vraiment sur des archaïsmes à gros traits, mais malheureusement, c'est encore ce qu'on voit aujourd'hui. La qualité qu'elle aura très souvent, c'est d'être dans une forme d'adaptation, dans une vision très globale des enjeux, avant de se cibler sur un objectif plutôt qu'un autre. Oui, on dit que les femmes seraient plus habituées au changement. Tout à fait. Mais ne serait-ce, j'ai envie de vous dire que parce que notre corps change, ne serait-ce que tous les 28 jours, a priori, et on parle même pas des grossesses, et on parle même pas de la ménopause, nous, on est habitués à avoir des corps qui bougent en permanence. Les hommes, beaucoup moins, même bien sûr qu'on pourra parler d'andropause, bien sûr tout ce qu'on voudra, mais objectivement, ils n'ont pas tout ça. Pour autant, il faut faire attention à ne pas céder à la caricature. Pourquoi? Parce que certaines femmes, pour réussir, selon la question du tout début, réussir selon leur modèle à elles, vont décider de jouer des règles d'homme, et au contraire d'autres vont dire non, moi je rentre pas là-dedans, je suis comme je suis, un peu ce qu'Oscar Wilde disait, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Qui est une phrase que j'aime beaucoup, une citation de l'auteur que j'aime beaucoup. Donc, les qualités du féminin, j'ai envie de dire, sont beaucoup plus dans, encore une fois, l'écoute, l'accompagnement. Il y a aussi très souvent cette volonté de bien faire. Je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas, mais une femme très souvent, et encore aujourd'hui, c'est pour ça que ce livre, qui date de pourtant plusieurs années, n'a pas beaucoup vieilli finalement, et j'aurais aimé qu'il vieillisse davantage. Ça voudrait dire que le sujet aurait évolué et qu'on aurait moins comment dirais-je, d'intérêt à faire développer le féminin dans la vie professionnelle. Mais il me semble que c'est important, au-delà des caractéristiques à gros traits, de se dire que dans les femmes, il peut y avoir cette énergie du masculin aussi, et chez les hommes, cette énergie du féminin, ce que Jung appelait l'animus et l'anima. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question d'équilibre. Donc on a en nous les deux. Simplement, une femme va être plus encline à d'abord mobiliser ce qui relèverait encore une fois, de l'anima, des sensibilités féminines, de ce perfectionnisme, de démontrer plus que n'importe qui d'autre qu'elle est professionnelle pour arriver à un certain degré de responsabilité, par exemple. Et un homme, au contraire, va avoir tendance, plus traditionnellement, même si dans l'arrière-boutique, il manque de confiance en lui, à jouer les forts à bras parce que c'est comme ça qu'on lui a appris à être un chasseur-cueilleur. Donc finalement, les femmes ne demandent pas qu'on les privilégie parce que ce sont des femmes, mais plutôt qu'on reconnaisse leurs compétences, leur savoir-faire, leur analyse, leur expertise, au même titre que les hommes. Alors c'est exactement ça, dans le sens où effectivement elles ne veulent pas réussir parce que ce sont des femmes. D'ailleurs dans le livre j'ai une loi qui s'appelle arrêter d'être des femmes alibi ou refuser d'être une femme alibi. Et c'est d'ailleurs le gros problème actuel avec, comme toute médaille elle a deux revers, tous ces dispositifs qui sont mis en place maintenant pour favoriser l'ascension des femmes, les femmes au CA, au conseil d'administration, etc., etc. Il y a maintenant un certain nombre de femmes qui disent ça va être encore pire parce qu'une fois qu'on y est, on aura déjà qu'il fallait qu'on démontre plus qu'on est compétente, mais avec ça, on va être encore obligé de le démontrer encore plus parce que les hommes vont dire si elle a une poste, c'est parce qu'elle est une femme et qu'il faut remplir les statistiques pour pas qu'on ait d'ennui avec la loi.
Et les hommes, j'en ai actuellement dans ma clientèle, ça produit quelque chose d'assez intéressant et qui est très dommageable à mon sens, c'est qu'ils se disent, de toute façon, c'est même pas la peine que j'essaie de postuler, parce que là, à ce stade-là, on a trop d'hommes représentés dans la boîte, de toute façon, ils prendront une femme, ils s'en vont. Mais est-ce qu'on voit pas finalement que les femmes s'orientent de plus en plus vers l'entrepreneuriat parce que c'est l'un des leviers de carrière qui leur permet d'accéder à des postes de responsabilité assez rapidement et sans trop d'obstacles? Alors, si vous entendez l'entrepreneuriat au sens de créer leur propre entreprise, Oui. effectivement, c'est le cas. Et là, il y aurait peut-être deux commentaires. Première chose que l'on observe, et c'est vrai aussi bien d'une femme qui crée son entreprise que d'une femme dans une entreprise, dès lors que, au niveau décisionnel, au niveau des instances décisionnelles, comité de direction, comité exécutif, conseil d'administration, il y a une vraie mixité. Les entreprises sont plus rentables, plus durables. Dès lors qu'il y a un déséquilibre, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, l'entreprise est moins durable et moins rentable. Bon. Et ça, c'est pour la version créer son entreprise. Maintenant, ce qu'on observe de l'autre côté, c'est que quand des femmes créent leurs entreprises, très souvent, c'est un pis-aller parce qu'elles ne trouvent pas le cheminement qui leur va dans une entreprise ou qu'elles sont déjà vieilles, entre guillemets, qu'on prend 45 ans et plus. Et celle qui vous parle a des cheveux blancs, donc croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et donc, là, il y a un danger qui est, pour exister, je crée ma petite boîte, mais je me paupérise. C'est aussi le phénomène des auto-entrepreneurs, très souvent. C'est-à-dire, à défaut d'avoir un nouveau job, je me crée une activité en auto-entrepreneur, mais qu'est-ce qui va arriver de ma sécurité? Et vous mentionniez, et vous aviez tout à fait raison, que les femmes, encore aujourd'hui, gagnent moins que les hommes. Les statistiques varient selon les recherches, mais plus ou moins, c'est 17% de moins. Oui. Ce qui est quand même colossal. Oui. Et donc, il faut faire attention quand on démarre son entreprise, par exemple, qu'on dit, bon, allez, ce que je vous disais tout à l'heure de ces clientes qui sont dans la cinquantaine, qui décident de quitter une entreprise et de créer leur business. C'est pour ça que j'insistais bien sur le pôle de la protection. C'est extrêmement important de partir en ayant bien les conditions matérielles, les ressources financières, etc., pour atterrir de manière sécurisée, parce que les femmes sont plus en danger. Alors comment est-ce qu'on peut crever le plafond de verre? De quelle façon les femmes peuvent-elles faire entendre leur voix? J'ai vu que vous aviez dit en partie en s'assumant son complexe et en assumant ses ambitions et aussi son capital érotique. Alors de quoi parlez-vous? Non, ça c'était une blague. En fait, alors vous allez tout savoir de l'historique de ce livre. J'avais à un moment donné mis une loi en disant méfiez-vous de la promo, parce que 50 lois c'était le titre de la collection. Il fallait bien que je trouve 50 arguments, 50 prétextes, 50 repères, etc. Et j'en avais mis un autour de la promotion canapé en disant faites super gaffe à la promotion canapé. Et mon éditeur de l'époque me dit ça n'existe plus cette histoire-là. Je dis écoutez très cher, si. Et je tiens à maintenir cette loi. C'est dans la même idée, je voulais faire un espèce de petit clin d'œil. Et donc, quand j'ai dit capital érotique, la seule idée, c'est de dire, en même temps, cherchez pas à jouer les omelettes. On est des femmes. Chacun use de ses armes, mais pas en mode promotion canapé. C'est simplement, soyez comment dirais-je? Oui, assumez qui vous êtes. C'est-à-dire que je pense que, voilà, une femme qui réussit, c'est aussi une femme qui ne se cache pas d'être une femme. Alors je dis pas, encore une fois, d'être la vampe, voilà, c'est pas ça, mais c'est assumer qui l'on est. Et donc ça, c'était le petit clin d'œil du capital érotique, ça n'était rien de plus que de taquiner ma lectrice qui éventuellement se dirait qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, voilà. Mais assumer qui on est, alors c'est finalement savoir qui l'on est et ce que l'on veut, et c'est aussi dire non au mythe de la superwoman. Ah, complètement. C'est d'ailleurs, quand votre sujet tournait au début, nous avons échangé en vue de notre entretien maintenant, et que vous me disiez la femme aujourd'hui, à notre époque, c'est quoi? La première chose qui m'était venue à l'esprit, c'était de vous dire, ce sont des femmes qui se battent entre des tensions permanentes, pas des tensions au sens conflit au travail, conflit dans les relations professionnelles ou dans la vie personnelle. Pour moi, ce sont des femmes qui sont en permanence en tension sur des opposés. Pourquoi? Parce que à la fois, on leur dit assumez votre corps, soyez comme vous êtes, et d'ailleurs la pub est en train d'évoluer, donc on voit parfois des femmes qui ont des physiques qui sortent un peu des canons habituels, et pour autant elles sont complexées si elles sont comme ça. On leur dit équilibre famille, vie pro, mais pour autant, si tu quittes l'entreprise à 18h pour aller chercher ton enfant, es-tu vraiment
une professionnelle engagée, elles sont en permanence là-dedans. Elles sont dans j'ai envie de vivre mon rêve, mais d'un autre côté, il faut que je garde ma place. Il y a tout le temps cette tension des opposés. Donc pour moi, les femmes sont aussi épuisées pour ça. On leur avait dit oui, ne vous inquiétez pas de double tâche, il va y avoir un équilibre. Finalement, elles ont la double tâche encore aujourd'hui. Vous pouvez leur mettre tous les robots ménagers du monde, ça changera pas le problème. Il y a bien à un moment donné quelqu'un qui va cliquer sur un bouton parce qu'il a anticipé qu'il y a, je sais pas moi, plus de dans le réfrigérateur ou plus de sacs dans l'aspirateur pour ceux qui ont encore des aspirateurs avec un sac. Hein. Donc c'est cette fameuse charge mentale qui prend le relais maintenant. Oui, être une femme, finalement, c'est être à la fois une femme, une épouse, une maîtresse, une femme d'intérieur, une collaboratrice, et tout ça dans un corps de déesse, c'est ça? Dans l'idéal, c'est ça. Et donc, dans la vraie vie, je reprends ma petite femme qui réussit. Et ben voilà, ma petite femme qui réussit, c'est celle qui se dit, et puis après tout... je reprends toujours Carl Gustav Jung, mais j'aime beaucoup sa pensée. Il disait, l'objectif d'une vie, ça n'est pas d'être parfait, c'est d'être complet. Et effectivement, ben oui, on va. Alors j'ai vécu au Québec très longtemps. Il y a une expression que j'adore là-bas. Quand on fait quelque chose, bon, c'est pas complètement parfait. Ils disent bon, allez, je vais tourner un peu les coins ronds. Bon ben voilà, on va tourner un peu les coins ronds. Et c'est ce que j'appelle très souvent le syndrome de la pâte à tarte. Et ça fait rire beaucoup quand j'anime des séminaires sur le leadership au féminin. Je dis qui d'entre vous n'a pas déjà subi le syndrome de la pâte à tarte, lequel moi j'ai subi. À savoir que j'adore cuisiner très bien, et donc j'ai toujours mis mon point d'honneur à faire mes pâtes à tarte. Bon, pas tout le temps la pâte feuilletée parce qu'elle est vraiment très longue, mais au moins pour les tartes salées, les tartes sablées, enfin c'est quand même pas, voilà, ça prend pas Polytechnique pour savoir faire sa pâte à tarte. Je les faisais. Et puis à un moment donné, débordée par mon activité professionnelle, je n'ai pas le temps de m'en occuper, et donc en désespoir de cause, me voilà partie acheter une pâte toute faite. Non, sans avoir essayé de prendre la plus mieux formidable, la plus meilleure et envisageable du monde entier. Parfait. Je fais ma pâte, je sers la tarte salée à la famille et il ne se passe rien. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, tiens, il y a un truc différent. Rien. Ils en veulent à nouveau, je les sers allègrement. Et j'ai fini par exploser en larmes. Et donc, ils m'ont regardé en disant, qu'est-ce qui t'arrive? Et j'étais une enfant. Oui, je vous fais toujours des pâtes à tarte. Et pour une fois, et vous remarquez même pas la différence. Mais ça a été un drame, cette histoire de pâte à tarte. Et ben voilà, c'est ça le syndrome de la pâte à tarte. C'est que finalement, on se met nous la barre très très haut. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Toujours. Oui, on peut se dire un jour, tiens, j'ai vraiment envie de leur faire plaisir, j'ai le temps, ça me détend, je le fais. Mais c'est pas un drame si on la fait pas. Donc c'est dire stop à la culpabilisation? Ah, complètement, parce que la culpabilité, elle a une seule vocation dans notre vie, c'est de nous freiner. Alors, ça veut pas dire je m'en fiche et je me lave les mains du sens juste, c'est pas du tout ça. Mais c'est de se dire, une fois que j'ai fait, on va revenir aux bons vieux accords Toltec, hein, une fois que je n'ai pas fait d'interprétation, une fois que j'ai fait de mon mieux, une fois que ma parole a été juste, ce sont les 3 premiers, alors je ne prends pas les choses personnellement. Donc effectivement, la culpabilité, elle va venir nous plomber, elle va venir nous freiner, elle va venir bloquer notre action, alors que si on prend un petit peu de recul, qu'on relativise, encore une fois qu'on a fait vraiment notre maximum en notre âme et conscience, le reste ne nous appartient plus. C'est savoir aussi accepter ce qu'on ne peut pas changer et voir sur quoi on a la main ou pas. C'est le très beau livre de Don Miguel Ruiz, Absolument. Les accords Toltec. Absolument. Qui est un chaman. Tout à fait. Et qui aide à finalement prendre la vie avec plus de hauteur. Mais absolument, et je trouve que rien que les 4 premiers, parce qu'après, comme ça a admirablement marché, il y a eu toutes sortes de produits dérivés autour, ils sont même arrivés à dégoter un 5e accord. En tout cas, les 4 premiers, ça fait très bien le boulot. Et alors, je vais faire de la pub pour un autre bouquin que le mien, mais on le trouve dans des collections de poche, pas cher du tout, et ça vaut le coup de le lire. Voilà. Vous, dans vos lois autour de la réussite pour les femmes, vous dites que les femmes doivent apprendre à ne pas tout céder et également à parler argent. Oui, absolument. Et ça, c'est très judéo-chrétien. Nous sommes dans une culture où une femme qui parle d'argent, ça n'est pas convenable. Ou alors, seulement dans certains cas, parce qu'elle a des postes extrêmement importants et que là, ça fait partie des règles du jeu. Bon. Et moi, je dis, il n'y a pas de honte. Parce que c'était Jules Renard qui avait cette phrase délicieuse. Il disait, si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Donc, je dis pas qu'il faut vivre pour l'argent, évidemment, mais simplement l'argent est bon serviteur et mauvais maître. Donc, il faut pas avoir de honte à parler d'argent, surtout nous, puisque, comme nous le disions tout à l'heure, nous sommes très souvent bien moins payés que nos amis les hommes.
Donc, à un moment donné, si on se recentre sur nos vies professionnelles, eh bien effectivement, et il s'agit tout simplement de se dire, bon, ok, à mon niveau d'expérience, de diplôme, dans ce milieu-là professionnel, les salaires sont à temps, avec bonus, pas bonus, etc., prime, pas prime, hein, variable, pas variable, ça dépend des environnements professionnels. Ok, il n'y a donc aucune raison juste logique que je ne gagne pas tant. Et il faut apprendre, mais c'est très difficile, à dépassionner et à ne pas hésiter à dire, voilà, moi, ça se chiffre à ça. Après, les négos commencent, mais le non n'est que le début d'une négociation. Vous êtes allé à la rencontre de femmes qui ont réussi pour recueillir leurs témoignages. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué et pourquoi ? C'est une jolie question. Écoutez, celles qui m'ont le plus... Alors, je vais un peu tourner en boucle, mais je suis obligée de vous répondre tel que je le ressens et tel que ma mémoire ravive ces souvenirs-là. Pour moi, celles qui m'ont le plus marqué, ce sont celles, ça va bizarre de dire ça comme ça, qui sont souriantes. Ce que je veux dire par là, pas souriante au sens où j'affiche un sourire parce que ça fait partie des codes, mais je les sentais sourire de l'intérieur. Je les sentais avec une élégance intérieure. Et cette élégance, c'est simplement parce que elles se sentaient arrivées au bon endroit. Que ce soit des femmes qui avaient des carrières traditionnellement dites qui réussissent, donc elles gagnaient beaucoup d'argent, elles avaient plein de signes extérieurs de richesse, ok. Que des femmes plus tranquilles, artisanes, je sais pas moi, une artiste qui est dans son atelier. Mais ce sont des femmes elles savent, elles ont cette espèce de manière de rayonner, d'épanouissement. C'est ce sourire, c'est cette élégance-là. Pourquoi ? Parce qu'elles sont au bon endroit. Elles sont à l'endroit juste pour elles, au moment précis, où en plus moi je venais les solliciter. Vous voyez ? Et là, je pense que c'est vrai que quand on est vraiment aligné, un petit peu ce que nous disions plus tôt pendant notre entretien, entre nos souhaits, notre rationnel, notre esprit cartésien, nos pensées, notre savoir, les émotions que tout ça nous procure, notre intelligence émotionnelle, et enfin les décisions que nous prenons pour mettre en œuvre tout ça, dès lors que ces trois dimensions-là sont très bien alignées, eh bien, il y a cet épanouissement, il y a cette élégance, parce qu'on est en souplesse. Tout est fluide, tout est souple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, mais on les aborde, ces difficultés, avec un état d'esprit tout à fait constructif, puisqu'on sait qu'on est au bon endroit. C'est vraiment ça, l'image, le souvenir que je pourrais avoir de certaines personnes, oui. C'est comme dans le film Mange, prie, aime, où on apprend à méditer en souriant de l'intérieur. Ah, j'y pensais pas, vous avez tout à fait raison, exactement. Vous avez absolument raison. Quel est le conseil que vous donnez aux femmes pour être bien dans leur vie en fait aujourd'hui ? Quelles sont les pistes pour saisir ses chances, étendre son influence et surtout s'épanouir ? Alors, les conseils, ça dépend d'où elles arrivent, quels sont déjà leurs points forts et quels sont leurs points faibles. Donc, il y a certaines personnes, si je leur donnais un conseil, je sais pas, moi, par exemple, affirmez-vous davantage, ça n'aurait aucun sens parce qu'elles sont déjà des femmes qui peuvent tout à fait s'affirmer sans problème et elles ont un point faible ailleurs. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, si on voulait être plus global, que la première chose pour moi, c'est de quoi vous avez envie. Parce qu'on est tellement dans une société où on est sur des objectifs, on est sur une demande. Même nous, les coachs, on nous dit qu'il faut examiner la demande du client. Oui, mais concrètement, il a envie de quoi, mon client ? Donc, pour moi, j'aurais envie de dire, recontactons nos désirs, au sens large du terme, parce que ce sont eux qui vont nous mettre en mouvement de manière très écologique. C'est quand même beaucoup plus agréable de se mettre en mouvement parce qu'on a envie de quelque chose que parce qu'il faut le faire. Donc je pense que vraiment d'une manière globale, je dirais à tout le monde, à toutes ces femmes, commencez par aller chercher au plus profond de vous, c'est quoi votre envie ? De quoi ? Quel est votre désir ? Vers où vous met-il en tension ? Une belle tension, bien évidemment. Et à partir de là, on décline le plan d'action. Qui ne veut pas dire nier qu'il va y avoir des difficultés, qu'il va y avoir peut-être des apprentissages, peut-être qu'il va y avoir des échecs, mais au moins tout ça servira à quelque chose que l'on désire. Et donc, on va être sur une voie où on va être vraiment, je dirais, le sujet de sa vie et pas un objet. Aligné. Exactement, on va être aligné. Merci beaucoup, Émilie. Mais je vous en prie, Christelle, c'est un vrai plaisir. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal,
100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.